Bonjour et bienvenue dans ce podcast, La lecture obscure. Je m'appelle Gaëtan Ballester et je vais vous accompagner lors de ces échanges audio, des échanges parfois solitaires et parfois accompagnés, autour de thématiques qui aborderont la posture de thérapeute professionnel et l'entrepreneuriat. Je suis moi-même tarologue depuis plusieurs années, vivant exclusivement de cette activité, et j'accompagne spécifiquement les entrepreneurs qui cherchent à s'installer ou à renforcer leur posture. On se retrouve aujourd'hui pour un épisode un petit peu plus court qui va porter sur le matériel qu'on doit avoir ou qu'on peut avoir lorsque l'on est tarologue. Et si vous n'êtes pas tarologue et que vous n'envisagez pas de devenir tarologue ou cartomancien, vous verrez que c'est quand même adaptable à différentes professions du milieu du bien-être. L'un des grands intérêts de ces activités, en tout cas, on va se rester concentré sur la thématique des cartes, c'est que c'est un métier qui demande peu, peu de matériel et qui est peu encombrant. Et c'est ce que vous allez rapidement voir. Donc tout ce matériel est à, observer pour des consultations en physique, si vous vous déplacez ou si on vient à vous. On va commencer par le principal, le jeu. Un jeu de cartes, alors un tarot si vous êtes tarologue, mais heu, moi-même et d'autres, confrères et consoeurs, on utilise généralement plusieurs jeux. Pas forcément simultanément, mais si on a plusieurs consultations d'affilée, on peut vouloir les alterner, en utiliser certains en fonction des thématiques qu'on aborde. Donc finalement, hem, en tout cas dans mon cas, je me déplace généralement avec 2 à 3 jeux et rarement avec un seul jeu lorsque je vais à un rendez-vous. Le jeu, on pourrait s'arrêter là. Un tarologue n'a pas forcément besoin d'avoir autre chose qu'un jeu, que son jeu, puisque c'est son seul outil pour réaliser sa prestation, c'est-à-dire tirer les cartes. Mais bien sûr, je vais pas m'arrêter là dans ce podcast, sinon il serait très court et il aurait pas beaucoup de valeur. Si je vous propose finalement cet épisode, c'est notamment en réponse à un commentaire sous, heu, un précédent épisode sur YouTube. On m'avait demandé de parler plus amplement d'un accessoire que j'utilise, mais j'y reviendrai un peu plus tard. Maintenant, j'aimerais vous parler des tapis. Le tapis, pour moi, c'est le deuxième grand accessoire que doit avoir un tarologue avec lui lorsqu'il se déplace. Pourquoi? Parce que, les cartes ont besoin de glisser. Et donc, quoi de mieux qu'un tapis pour rendre n'importe quelle surface, finalement fluide pour que vos cartes, elles puissent, bouger, elles puissent être disposées. Hem, je me souviens notamment d'un rendez-vous où j'avais oublié mon tapis. Heu, je j'étais persuadé de l'avoir dans mon sac et je ne l'avais pas et ça s'était déroulé dans un café et les tables, comme c'est souvent le cas dans des cafés, étaient, étaient couvertes de liquide. Enfin, elles venaient d'être fraîchement nettoyées, mais pas très bien nettoyées et ça m'avait un peu serré le cœur pour mon jeu. J'avais nettoyé la table avec ma manche, donc ça a un double effet le tapis. Créer de la fluidité dans vos mélanges, si vous mélangez à plat votre jeu comme moi. Également, protéger vos cartes et on pourrait même aller jusqu'à un troisième bénéfice d'utiliser un tapis, c'est de créer un espace particulier, hem, pour que la séance se produise. Un espace quasi mystique ou un espace, psychologique qui, lorsqu'il sera replié, sera clos, mais on crée un environnement, simplement à l'aide d'un tapis. Donc voilà, deuxième élément à mettre dans votre besace, de professionnel, ou de d'aspirant professionnel, le tapis. On continue avec quelque chose qui peut sembler accessoire et qui sera, je vous l'accorde, assez encombrant. Ce sont des petites boîtes. Hem, j'ai entendu un jour une tarologue dire que pour choisir un jeu, il fallait choisir la boîte parce que la boîte, elle allait nous suivre un long moment et il faut qu'elle nous plaise.
et je suis absolument pas d'accord avec elle. Pourquoi? Parce que moi, mon grand plaisir, c'est d'acheter ou de confectionner des boîtes ou des pochons pour prendre mes jeux préférés, enlever leur boîte de commerce, donc leur boîte, qu'on trouverait n'importe où dans des rayons de supermarché et les mettre dans des contenants élégants. J'ai des boîtes avec, des triples lunes, gravées dessus, des boîtes avec là, j'en ai une juste devant moi, avec une main de Fatma, mais j'ai aussi des pochons de toutes les couleurs pour ranger mes jeux. Donc prendre des contenants pour ces jeux, déjà pour les protéger durant le transport, mais aussi, si comme moi vous prenez plusieurs jeux pour une séance, pour les disposer sur la table de façon élégante. On continue avec les pierres et les cristaux. Alors là, on s'attaque un peu à votre ritualisation et à vos croyances. Je pourrais vous dire que en tant que, tarologue, qui a une approche plutôt psychologique, je m'en passe totalement, mais ce serait vous mentir. En vérité, j'ai toujours avec moi, au minimum, des labradorites pour leur, aspect peut-être un peu protecteur. Moi qui personnellement, heu, m'apaise, ce bleu m'apaise et puis, la labradorite, mais j'allais aussi dire des fois de l'améthyste, ce sont aussi souvent des pierres qui sont connues de tous et ça nous permet d'avoir un premier échange avec la personne qui se trouve en face de moi. Souvent, c'est d'elle-même qu'elle va me dire: «Oui, ben moi aussi j'ai des labradorites, j'aime beaucoup cette pierre» ou alors: «Ah là, elles sont jolies vos améthystes». Ça nous permet d'engager la conversation et on va pas se cacher que c'est joli. Donc moi, j'aime bien avoir des jolies choses autour de moi lorsque je tire les cartes. Mais c'est vrai, ça je vous l'accorde, ça va vous alourdir, ça va faire peser, votre sac toujours un petit peu plus lourd. Maintenant, toujours autour de la ritualisation, on va aller voir les encens. L'encens, c'est quelque chose que je ne prends jamais pour ma part. Je vous en ai déjà un petit peu parlé dans le précédent épisode sur les salons du bien-être, mais l'encens, on peut y accoler des croyances, hein. Purification, consécration de l'espace, qu'importe. Hem, l'encens pose problème. L'encens, mais on pourrait parler des bâtons de fumigation, du palo santo. Si on regarde du côté des bâtons de sauge ou du palo santo, déjà, moi ça me questionne d'un point de vue éthique. Ça pourrait faire l'objet de tout un épisode, hein, l'appropriation culturelle dans le domaine du bien-être et ça se vous si ça vous intéresse, j'aborderai ce sujet avec grand plaisir et militantisme. Mais, restons sur le côté fumigation. Fumer de l'encens, des bâtons de fumigation et du palo santo, ça peut énormément incommoder. Tout simplement, gêner votre consultant et si vous mettez votre consultant mal à l'aise, il va pas passer un bon moment et vous répondez pas à ce pourquoi vous êtes, payé. Parce que le but quand même, c'est que la personne passe un moment qui lui soit agréable, hem et si, vous faites que ce moment soit désagréable, vous avez tout faux et si vous faites ça chez cette personne, elle n'osera peut-être pas vous dire non. Si vous faites ça dans un établissement public, vous risquez d'incommoder d'autres personnes et attirer l'attention sur vous, ce qui peut encore plus gêner le déroulé de la séance. Mais j'ai quand même, conscience que mon «mais» était un peu fort, excusez-moi. J'ai quand même conscience que, le côté olfactif a une importance, peut créer un environnement intéressant, peut, déclencher des choses, favoriser certaines choses durant la séance et là, moi, j'irais plutôt vous conseiller des sprays purifiants. Alors, je suis pas en train de vous parler d'un Febreze ou, d'un banal diffuseur que vous allez acheter, dans le rayon, heu, entretien des sanitaires de votre hypermarché. Bien que à votre bon sens, en fait, faites ce que vous voulez.
Mais j'aimerais plutôt vous parler de certains, sprays qui sont faits à base d'encens ou qui ont été vraiment conçus pour les accompagnements du bien-être. Là, dans ma main, par exemple, j'ai le Mademoiselle Lenormand qui est un parfum d'ambiance qui a été, créé par, l'entreprise Tsaé. Donc Tsaé, ce sont, 2 charmantes personnes qui sont des passionnés d'olfaction, de tarot, de divination aussi, enfin, des passionnés et ils créent des outils pour d'autres passionnés. J'aime bien utiliser le Mademoiselle Lenormand, par exemple, lorsque je vais préparer une méditation, heu, dans mes séjours en pleine nature, donc dans ma grande tente, tipi, je fais 3 coups de spray et il y a tout de suite cette ambiance qui se crée. Mais si je me déplace en salon, dans un établissement ou bien, directement chez un consultant, je demande la permission et un coup de spray, crée tout de suite une forme de charme. Oui, de charme dans le sens, mystique, mais aussi dans le sens, c'est charmant, il y a une ambiance qui se crée et on sait qu'on va vivre un moment particulier. Je sais que tout ça relève du décorum finalement, de cette ambiance presque théâtrale qu'on crée, mais pour moi la cartomancie, ne peut pas et ne doit pas vraiment se détacher de ça. Et je vais m'arrêter là pour le côté olfactif et on va continuer parce qu'on n'a pas fini. Vous pourriez utiliser un pendule avec vous. C'est pas franchement très lourd, prendre un pendule avec vous dans votre sac, c'est pas ce qui va vous peser davantage et si vous utilisez le pendule, ça peut être un très joli outil à lier à votre pratique de la cartomancie. Certaines, personnes tirent les cartes à l'aide du pendule, en allant chercher les cartes avec leur pendule. Personnellement, ça ne fait pas partie de ma pratique, donc j'ai un pendule avec moi, mais parce que j'aime bien m'exercer au pendule de temps à autre, mais je ne le propose pas en tant que complément de ma prestation. On va continuer avec quelque chose qui est très important à mon sens, le carnet et le crayon. Pourquoi c'est important pour moi? Déjà pour écrire quelques informations quand la personne vous parle. Dans tout ce temps d'entretien, avant de tirer les cartes, je vais noter son nom, son prénom, sa date de naissance. C'est pas toujours pertinent de l'utiliser, mais vous serez, amenés à constater que intuitivement, beaucoup de personnes vont vous la livrer parce que, beaucoup de tarologues et de cartomanciens ont laissé véhiculer l'idée que c'était hyper important de connaître une date de naissance. Moi, je trouve que c'est pas toujours nécessaire, mais, toutes ces informations-là, je vais les noter dans un carnet et quand une personne va me confier quelque chose, plutôt que de la couper parce que je rappelle quand même que tirer les cartes, c'est être énormément dans l'écoute, heu, une écoute active. Eh bien, je vais prendre des notes pour y revenir. Est-ce que ça va être le choix d'un mot que je vais vouloir qu'on observe, sur lequel, on va revenir? Mais voilà, dans mon carnet, je vais prendre toutes ces notes et ça va aussi m'aider de mon côté à structurer, peut-être la le questionnement. Parce que venir à un tarologue, c'est pas forcément savoir quelle question poser et c'est en discutant qu'on va réussir à trouver la formulation et pour ne pas se perdre après tout cet échange, d'écrire la question, ça permet de rester centré dessus et d'y répondre, finalement. Donc le carnet et le crayon. Certains prennent avec eux un livre de référence. On peut par exemple penser au mini-guide, du tarot d'Emmanuel Liger. Personnellement, je trouve que c'est génial pour apprendre, pour s'entraîner, pour s'exercer seul. Néanmoins, quand vous commencez à accompagner autrui, on va pas se mentir, sortir un livret d'interprétation, ça vous fait perdre tout crédit. C'est dommage effectivement de se dire que ça vous fait perdre tout crédit parce qu'en soi, on peut très bien avoir un trou de mémoire, on peut très bien avoir envie de confronter, son intuition et sa traduction avec une description, d'une consoeur, en l'occurrence Emmanuel Liger si vous avez le mini guide ultime.
Mais, heu, à partir du moment où vous proposez la prestation, vous êtes censé ne plus avoir à vous référer, systématiquement. Et plutôt que d'aller chercher, l'avis, un avis extérieur, j'ai envie de vous dire, si par exemple dans votre lecture, le pendu, ou plutôt on va prendre une autre carte, le 5 de bâton qui est pour moi est la carte du bazar, dans la lecture, la personne ça lui parle pas, elle voit pas en quoi la situation, avec, Kevin, est emmêlée et semble avoir du mal à se dénouer. Eh bien, je vais l'inviter à regarder la carte, lui demander ce qu'elle voit sur la carte, de la décrire et je vais l'accompagner pas à pas dans l'interprétation. Et c'est aussi ça le rôle du tarologue. Pas simplement donner une traduction, mais comprendre l'interprétation qui convient à son ou sa consultante. Donc voilà, les livres d'interprétation, moi je mets un bémol dessus. Et puis encore une fois, ça vous alourdit votre besace donc gardez-les à la maison, c'est très bien. Pour les consultations, un peu moins. Parmi les autres éléments, on pourrait avoir, par exemple, les, bougies. Moi, j'aime bien, encore une fois, pour le côté décorum, d'avoir une bougie sur la table. Ça crée une lumière qui est, chaleureuse, mais aussi une lumière très organique. Là où, les lumières électriques, heu, peuvent donner un côté plus froid, même si aujourd'hui on a des lumières, jaunes très chaleureuses. J'aime la chaleur de la bougie. Le flottement de de la flamme, son mouvement presque hypnotique parfois, je trouve j'aurais du mal à m'en passer durant mes séances aujourd'hui. Je commence à avoir de moins en moins d'éléments à vous présenter. Je vous avais dit que la vidéo serait assez courte. On est déjà, là, sur mon écran à plus de 20 minutes, d'enregistrement. J'aimerais quand même vous donner un dernier outil qui est, à mon sens, exceptionnel, qui a été une révolution pour moi, lors de mes séances, flash, qui est le sablier. Alors, oui, oui, un sablier qui dure précisément 15 minutes. J'ai timé un jour lorsque j'étais en magasin, je vois un minuteur qui est affiché 15 minutes et à côté un sablier de 15 minutes et je me dis: «Bah, essayons». Je lance le minuteur. Alors vous savez dans les magasins, les minuteurs cocottes qui font beaucoup de bruit et que tout le monde vous regarde quand, vous vous amusez à le faire sonner, mais qu'il y a toujours un guignol dans le magasin qui est là pour faire sonner les minuteurs cocottes. Bon, généralement ce guignol, c'est moi, heu et cette fois-ci n'a pas manqué à l'exercice. Je lance ce minuteur de 15 minutes et je retourne le sablier. Je me balade pendant 15 minutes dans ce magasin. Oui, oui, j'avais du temps et et il s'avère que ce sablier durait précisément 15 minutes. Voilà, je l'ai dit à peu près 150 fois. Maintenant que vous avez compris que ce sablier dure 15 minutes, je vais vous expliquer en quoi c'est pertinent, cet achat d'un sablier. Le sablier, contrairement à une montre, la montre va vous permettre d'avoir un œil sur le temps. Mais le sablier va vous permettre à vous, mais aussi à votre consultant, de voir combien de temps s'est écoulé. Ainsi, votre client qui aurait plutôt tendance à digresser, digresser, digresser et pour lequel vous auriez un petit peu de mal à finalement ramener sur la question pour pouvoir, finir d'y répondre ou alors entamer, son deuxième questionnement si jamais, cette personne avait plusieurs questions. Un regard vers le sablier va diriger son attention dans cette direction et lui faire comprendre, sans friction, sans le couper d'une façon abrupte, que le temps s'écoule et et c'est très délicat. Si par contre vous regardez votre montre ou pire encore, regardez votre téléphone pour observer l'heure, là ça peut donner l'impression que vous n'êtes pas dans une écoute active et
Je pense qu'on a tous déjà ressenti, cet état où on se confiait sur quelque chose de très intime et on avait l'impression que la personne en face de nous ne nous écoutait pas. C'est très désagréable et presque un petit peu humiliant. Le sablier, il est très visuel. Tout le monde voit le temps qui s'écoule, parce qu'il ne faut pas oublier qu'une consultation en présentiel, c'est aussi gérer son temps. Là, je vous parle des séances de 15 minutes qui sont mes séances flash lorsque je suis dans certains établissements. Mais si c'est une séance de 30 minutes ou 1 heure, il est important de se tenir ce temps pour vous, mais aussi pour le consultant qui peut-être n'a pas prévu d'engager davantage de temps avec vous et a d'autres obligations derrière. Donc le temps est important et moi, ma solution, ça a été le sablier. Je m'arrête là pour les accessoires à prendre avec vous lors de vos séances. Vous en rendez compte, le métier de tarologue, c'est quand même quelque chose d'assez simple à transporter partout avec vous. On pourrait aussi aborder le fait que le métier de tarologue et de cartomancien peut se réaliser en distanciel. Moi-même, je propose des séances en visio. N'hésitez pas à me dire si ce sujet pourrait vous intéresser pour un prochain épisode du podcast. Je lis tous vos commentaires, alors je vous pousse un petit peu, mais allez-y, mettez-moi des messages, dites-moi que vous avez écouté, c'est super important pour moi, mais aussi pour l'algorithme, on va pas se le cacher. Et je vous souhaite de très très beaux tirages jusqu'au prochain épisode.